On va se regarder les 613, voir si elles n'ont pas bougé dans le noir. Bon, je pense que d'ici, ça doit être jouable. Attention au noir. Dans le Paris de 1887, survient la révolution d'André-Antoine, considéré comme le père de la mise en scène moderne. En fondant son théâtre libre, il prend tout d'abord l'initiative d'éteindre la salle. En plongeant celle-ci dans l'obscurité, il contribue à recentrer l'attention des spectateurs sur la scène. Mais André-Antoine ne s'arrête pas là. Il supprime la rampe et remplace celle-ci par un éclairage latéral qui permet aux acteurs d'occuper toute la surface du plateau et de mettre en valeur les rapports d'espace entre les uns et les autres. La lumière permet de focaliser l'attention, de diriger le regard selon un point de vue, celui du metteur en scène. Tu sais. D'accord. Où est-ce que tu le mets dans ta main pour le verser ou pas? Je ne sais pas. D'accord. Marco, tu amplifies le bruit quand l'eau verse un petit micro HF dans le verre ou la bouteille. Là. Tu coupes les silicones Bridget, les vertes là. Tu les coupes. Mais l'éclairage électrique pose problème. Il fait ressortir l'aspect factice du carton-pâte. Le faux semblant devient insupportable. Alors André-Antoine décide de casser le décor illusionniste. Il va chercher de vrais meubles, de vrais accessoires, pour donner à ses comédiens l'impression de se sentir chez eux. Plutôt que de jouer toujours de face, ils doivent donner l'impression de vivre leur rôle sans prêter attention aux spectateurs. Je ne rêve pas de voir un acteur de dos d'un bout à l'autre d'une scène importante, mais je souhaite vivement que des scènes décisives ne soient pas données près du trou du souffleur comme des duos envisagés pour être applaudis. Donc pas de révolution, mais seulement de petites modifications, car faire de la scène une pièce dont le quatrième mur est enlevé, c'est certainement dérangeant. Antoine revoit de fond en comble l'organisation interne du théâtre, jusqu'à reconsidérer même son architecture. Il s'inspire des propositions de Richard Wagner et du théâtre construit à Bayreuth pour établir les plans d'un théâtre selon lui idéal. Il supprimera les corbeilles et les loges. La salle en gradin fera face à la scène. Elle permettra aux spectateurs, même le plus mal placé, de suivre l'évolution des acteurs d'un bout à l'autre de la scène. L'élargissement du cadre donnera plus d'importance à l'aire de jeu. Le proscénium pourra déborder dans la salle jusqu'à recouvrir les premiers rangs du parterre. Ce théâtre a été, je crois, achevé en 1904-1905. Le plateau s'étend du mur du fond au cadre, et donc le premier proscénium fixe de l'origine du théâtre s'arrêtait à peu près ici, c'est-à-dire une très faible distance entre le cadre et le commencement du public. Ici commençait la fosse d'orchestre, qui existe toujours sous le plateau, et puis le parterre qui allait jusque sous le balcon. À Saint-Denis, par l'extension du proscénium qui maintenant
a doublé exactement la surface de plateau. Il y a autant de profondeur sur le proscénium qu'au-delà du cadre. On arrive à une proportion de 1/4 pour le public et 3/4 pour le plateau, ce qui, à mon sens, pour développer une recherche de théâtre d'art, une recherche exigeante sur le plan scénographique, sur le plan de la mise en scène, sur le plan de la lumière, était vraiment indispensable. En 1891, Paul Faure fonde le théâtre d'art, qui deviendra ensuite le théâtre de l'œuvre, quand Paul Faure laissera sa succession à l'Uniepo. Le plus souvent, il suffira d'un fond et de quelques draperies mobiles pour donner l'impression de l'infinie multiplicité du temps et du lieu. Le théâtre d'art se situe dans le courant du symbolisme. Avec les peintres nabis, ils veulent créer un théâtre de rêverie, de vision, où il s'agira moins de montrer que de suggérer. Orchestration de la première scène, du verbe en I bleu luminé de haut blanc, de la musique en do, de la couleur en pourpre clair, du parfum en sang, et le reste à l'avenant. Tout ce mouvement symboliste a focalisé une réflexion et des intuitions sur l'idée que la profondeur et l'importance d'une œuvre résident moins dans son histoire que dans les expériences profondes, l'intériorité qu'elle met en jeu, tous les dangers, tous les troubles, tous les mystères, toutes les menaces invisibles, secrètes qui nous travaillent. C'est quelque chose qui ressemble au fond à la vie du psychisme le plus invisible, comme celle la plus inconsciente. Il faudrait peut-être écarter entièrement l'être vivant de la scène. Il n'est pas dit qu'on ne retournerait pas ainsi vers un art de siècles très anciens dont les masques des tragiques grecs portent peut-être les dernières traces. Maeterlinck parle dans un texte d'un théâtre d'androïdes, c'est-à-dire remplacer des comédiens vivants éclairés de face à la rampe, etc., par des silhouettes, des ombres ou des mannequins. Et d'ailleurs, la plus grande partie de ces pièces de théâtre sont appelées théâtre de marionnettes. C'est des textes qui ont été écrits pour être interprétés dans l'idée de Maeterlinck par des marionnettes. Sera-ce un jour l'emploi de la sculpture, au sujet de laquelle on commence à se poser d'assez étranges questions ? Les symbolistes s'imaginaient qu'avec la marionnette, ils pourraient casser les conventions du théâtre. C'était un objet qui leur servait d'intermédiaire. Et Jarry est le premier, véritablement, à utiliser la marionnette et à utiliser le masque. Lettre de Jarry à l'Uniepo. Puisque Huburoy vous a plu, il serait curieux de pouvoir monter cette chose dans le goût suivant. Masque pour le personnage principal, adoption d'un seul décor, ou mieux, d'un fond uni, supprimant les levées et baissées de rideaux pendant l'acte unique, adoption d'un accent, ou mieux, d'une voix